Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Monsieur Marié du coup pour la continuité de votre cours d'astronomie au niveau seconde. Nous avions du coup terminé Mercure, on passe sur la seconde planète du système solaire, en partant du Soleil évidemment, et du coup si vous avez bien suivi, vous connaissez bien vos classiques, vous arrivez pile poil sur Vénus. Alors Vénus du coup, Vénus comment ça se passe? Tout simplement, Vénus, ben, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le petit encadré que j'ai en haut à droite, hein, je vais vous la remettre en... Voilà. Donc du coup en gros ça correspond à ça, c'est une planète qui a un aspect jaune-orangé à cause de son atmosphère qui est assez épaisse et qui recouvre l'entièreté de sa surface, hein, bien entendu, mais qui est assez épaisse, donc du coup on voit pas vraiment la surface de Vénus, on se confronte à une épaisse couche de nuages. Et du coup, Vénus, ça ressemble un petit peu à ça. On voit bien son atmosphère, mais pas beaucoup sa surface. Un petit peu comme les géantes gazeuses, mais en beaucoup plus petit. Donc du coup, Vénus, c'est la deuxième planète du système solaire en partant du Soleil, hein. Vous avez d'abord Mercure, puis ensuite vous avez Vénus. Par contre, du coup, on a longtemps en fait considéré Vénus comme la planète jumelle de la Terre, parce que sa taille est totalement comparable à celle-ci. Il faut savoir que la Terre, c'est 6400 km de rayon. Vénus, c'est 6052 km de rayon. Du coup, à 5% près, on est sur le même rayon, quoi. Voilà, on a qu'une différence de 5%. Et entre deux planètes qui se forment à cette distance-là, on est quand même à 50 millions de kilomètres de Vénus. Vu cette distance, avoir deux planètes qui sont quasiment identiques, du coup, en termes de rayon, c'est vraiment pas commun, quoi. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, distance par rapport au Soleil, elle est à 108 millions de kilomètres du Soleil. C'est à peu près 1,9 fois la distance que sépare Mercure et le Soleil, hein. Donc elle est quasiment deux fois plus loin que Mercure. Et pourtant, on va voir après que Vénus peut atteindre des températures qui sont plus infernales en fait que Mercure. Après, comme Mercure, comme Mars et comme la Terre, Vénus va être qualifiée de planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle va être majoritairement constituée de roches et beaucoup moins de gaz. À l'inverse des planètes gazeuses, du coup des géantes gazeuses que vous avez, donc les quatre dernières, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui elles sont majoritairement constituées de gaz, et normalement, selon les modèles qu'on a actuellement admis, il y aurait un tout petit noyau rocheux au milieu. Par contre, Vénus, s'il y a un astre qui est facilement observable depuis la Terre à l'œil nu, c'est Vénus. Vénus, c'est vraiment l'astre qui est le plus brillant dans le ciel. C'est celui qui a longtemps du coup été appelé l'étoile du berger à tort, parce que l'étoile du berger, c'est Vénus, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Vous pouvez différencier d'ailleurs la catégorie planète d'étoiles dans le ciel lumineux, tout simplement parce que les étoiles, on a l'impression qu'elles scintillent dans le ciel. Vous avez une espèce, d'effet où l'étoile, la forme d'étoile en fait que vous voyez dans le ciel, avec les branches qui s'étirent et se rétractent en fait. Vous avez une espèce d'oscillation. Vous avez l'impression que l'étoile oscille. Bon, c'est un effet visuel, hein. C'est pas vraiment ça. Mais cet effet-là, du coup, se produit avec les étoiles qui sont éloignées de nous, alors qu'avec les planètes qui sont à côté, ça se fait pas. Donc du coup, vous pouvez déterminer si l'astre lumineux que vous voyez dans le ciel, si c'est une étoile ou une planète, donc du coup, ne pas appeler à tort une étoile étoile, alors qu'il s'agit d'une planète. Alors du coup, selon la légende, en fait, cet astre serait le premier à briller le matin et le dernier à briller le soir. Et c'est le premier à s'allumer le soir et le dernier à persister le matin, c'est plus juste ainsi. Et donc du coup, il servait aux bergers qui devaient faire la transhumance de manière assez tôt le matin ou revenir assez tard le soir des fois, pour se guider en fait, pour s'orienter dans leur trajet. Bon après, Vénus, c'est pas étonnant qu'elle soit le premier astre visible le soir et le dernier le matin, parce que toutes les étoiles en fait, tous les planètes, tous les astres lumineux qu'on a dans le ciel, ne disparaissent pas la journée. Ils continuent à émettre leur lumière, mais vu que le soleil se lève, toute cette lumière en fait va être cachée, parce que le soleil émet beaucoup plus de lumière qu'eux. Donc du coup ils sont un petit peu comme Mercure, on avait dit. Le fait qu'elle disparaisse très tôt le matin et qu'elle apparaisse pas trop le soir, c'est tout simplement parce que le soleil va noyer en fait
son éclat lumineux, et le soleil, en fait, il va noyer l'éclat lumineux de tous les astres que vous avez dans le ciel. Tout simplement. Vu que Vénus, c'est le plus brillant, c'est celui qui a la plus forte luminosité, bah, c'est normal que ce soit le dernier, en fait, à être submergé par la luminosité du soleil, et que ce soit le premier à s'en redégager le soir, une fois que le soleil se couche. Voilà, donc du coup après, ça a été le premier astre à être observé. Ça a été aussi celui qui a eu le plus d'observations qui ont été faites dès l'Antiquité, tout simplement parce que quand un astre c'est le plus brillant, c'est celui qui du coup est le plus facile à observer, c'est celui sur qui tout le monde va commencer à faire ses études pour se faire la main ou prendre l'habitude. Vénus du coup, vu que c'est le plus bel astre que vous pouvez observer dans le ciel, eh bien, chez les Grecs, on l'a appelé Aphrodite, tout simplement parce qu'il s'agit de la déesse de l'amour, de la beauté, etc. Donc du coup, vu que c'est la plus belle étoile, on a donné le nom d'Aphrodite. Ça équivaut du coup à Vénus chez les Romains, et ça équivaut à Ishtar chez les Babyloniens, tout simplement. Voilà. Donc du coup ça c'est un petit peu pour de la mythologie. Donc du coup, grecque, romaine et Uruk, pour ceux qui veulent un petit peu se documenter. Si on prend une photo du coup, depuis chez moi avec une résolution très bof, à l'époque mon portable était pas très bon. Du coup la lune ça se présente un peu comme ça, vous avez l'habitude de la connaître. C'était un soir en fait où la pollution lumineuse de la ville était assez intéressante. D'habitude vous cherchez justement à vous en extirper. Mais là cette fois-ci elle était assez intéressante parce que du coup la pollution lumineuse faisait que l'éclat de toutes les étoiles et tous les astres lumineux était comment dire, était noyé par la pollution lumineuse là où j'étais, sauf Vénus du coup qui arrivait encore à être visible. Donc du coup c'était assez intéressant parce que j'ai réussi du coup à isoler Vénus dans le ciel, juste parce que ce soir-là, toutes les autres, à cause de la pollution lumineuse de là où j'étais, ont été du coup estompées du ciel. Alors, contrairement à Mercure, en fait, il y a une activité géologique sur Vénus. Il y a encore une activité géologique et volcanique qui est assez poussée. Et donc, du coup, Vénus a encore la possibilité de refaire sa surface, de la rajeunir, de lisser sa surface. Donc, à chaque fois, vous allez avoir un cratère qui va être formé. Du coup, les éruptions volcaniques, les coulées de lave, etc., vont faire que ces cratères vont finalement se remplir et ça va présenter une surface qui est assez jeune par rapport à ce que peut présenter la Lune ou Mercure par exemple. Par contre Vénus, ça a une très faible vitesse de rotation sur elle-même et du coup ça va pas permettre une présence assez marquée d'un champ magnétique. Alors pour faire simple, un champ magnétique c'est quelque chose qui va nous préserver des vents cosmiques, par exemple des vents solaires. Et c'est quelque chose qui va, qui va permettre l'apparition d'aurores boréales et australes au pôle. C'est quelque chose qui nous protège tous les jours, quoi, hein. Donc un champ magnétique, c'est très très important. Le truc étant, c'est que pour avoir un champ magnétique, il faut deux paramètres. Il faut à la fois avoir une forte vitesse de rotation, ou une bonne vitesse de rotation, et deuxièmement, il faut encore avoir, il faut encore avoir une activité volcanique. Donc du coup, si vous avez ces deux paramètres-là, vous avez le champ magnétique qui est là. Et de ce fait, là, Vénus en a un tout petit peu, mais pas grand-chose, quoi. Alors du coup, si on regarde un peu les périodes de rotation sur elle-même est 243 jours. Ça veut dire qu'il faut 243 jours terrestres pour avoir un jour vénusien. Et quand vous regardez la période de rotation autour du Soleil, qu'on appelle période de révolution, il faut vraiment que je corrige le diapo, la planète Vénus met 224 jours pour faire le tour du Soleil. Ça veut dire qu'en gros, un jour sur Vénus dure plus longtemps qu'un an. Un jour sidéral sur Vénus dure plus longtemps qu'une année sidérale sur Vénus. Voilà. Après, si on peut vous mettre dans l'idée de comment ça marche sur Vénus, faut savoir que Vénus, du coup, ça ressemble à ça. Là, j'ai réussi à avoir un logiciel qui s'appelle Celestia, qui est vachement bien. Ça va permettre d'observer vite fait les planètes. On va pas faire grand chose avec, mais au moins on peut bien les observer. Donc du coup, vous avez Vénus. Là, je l'observe à environ 23 515 km.
Et, et là, la rotation de Vénus, vous voyez bien qu'elle tourne dans un sens, hein, elle tourne vers la gauche, là, dans mon écran. Et cette vitesse, elle est assez faible, là, sur mon logiciel. Faut savoir que là, j'ai donné un facteur 100 000 d'accélération, ça veut dire que là, le temps s'écoule 100 000 fois plus vite qu'en réalité, ok? Si je fais le comparatif avec la Terre, par exemple, je vais essayer de faire un comparatif avec la Terre. On va du coup scinder la vue horizontalement. On va dézoomer, hop, voilà. Donc vous avez Vénus en haut avec le même facteur temporel qu'en bas. Sauf qu'ici, je vais demander à Vénus... Non. Je vais demander du coup à Vénus... On est vraiment zoomé là. Voilà, on dézoome, on dézoome. On va demander du coup d'aller voir la Terre avec le même facteur temporel. Donc du coup, je veux aller voir la Terre. C'est où déjà? Allez, voilà. Donc là, je vais aller à la Terre. Tac. Donc du coup, on s'y rend. Voilà. Et donc du coup, là, la Terre, bon là, c'est un peu dégueulasse parce que j'ai pas fait suivre, voilà. Du coup, si on prend la même période, la même accélération au niveau temps, vous voyez que Vénus, du coup, tourne très lentement, alors que la Terre, elle, tourne à une vitesse qui est phénoménale. C'est pour ça que vous avez un champ magnétique qui est assez important sur la Terre, alors que sur Vénus, il est quasiment inexistant. Il faudrait beaucoup plus de rotation, il faudrait une vitesse de rotation qui est beaucoup plus grande sur elle-même. Tiens, d'ailleurs, il me semble que c'est Mercure qu'on voit passer là derrière, ça c'est assez... c'est assez coquin. Ah non, il y a 2 planètes. Donc là, c'est peut-être c'est la Terre et la Lune. C'est possible aussi. Bref. Donc du coup, bah, vous voyez un petit peu pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment une vitesse de rotation qui est bien plus élevée. D'ailleurs, autre chose à remarquer aussi, c'est que là, sur l'image que vous avez, c'est que bah, la Lune, pardon, la Vénus et la Terre ne tournent pas dans le même sens. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, Vénus, c'est l'une des 2 seules planètes. Il me semble que c'est la seule. Peut-être Uranus aussi. On reverra, mais bon. Du coup, c'est pas la majorité des planètes qui font ça. Mais du coup, Vénus, elle, a ce qu'on appelle un caractère rétrograde au sujet de sa rotation. C'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse des autres planètes. Toutes les autres planètes tournent dans le même sens, ok? Donc si vous prenez l'axe pôle nord, pôle sud, bah, elle tourne vers la droite, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en termes de rotation. Par contre, Vénus, elle tourne dans l'autre sens. Ok, donc du coup, sur Vénus, ben, on ne voit au cours d'une année vénusienne, au cours d'une année sidérale, que maximum 2 levées de soleil. Donc du coup, là, si vous ratez par contre votre lever de soleil ou votre coucher de soleil avec votre chérie, ben, pour avoir la suivante, va falloir patienter longtemps. Et cette particularité, du coup, le fait que la vitesse de rotation soit bien inférieure à la vitesse de révolution, ben, c'est parce que vous avez un caractère rétrograde du coup sur Vénus, et ça va du coup influer sur ça. La vitesse de rotation de Vénus autour du Soleil atteint environ les 35 km/h, c'est à peu près pareil que Mercure, hein. Donc du coup, c'est-à-dire que Mercure et Vénus tournent à la même vitesse, mais vu que Vénus a une orbite qui est beaucoup plus grande, ben, Vénus du coup va mettre plus de temps à faire son tour autour du Soleil, donc du coup sa révolution autour du Soleil. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Vénus a une période de rotation sur elle-même pour le Sol et pour l'atmosphère qui va être très différente. Par exemple, si on prend celle du Sol, on va avoir une vitesse de 4 km/h, donc c'est pas énorme, c'est très faible. Par contre, quand vous regardez la vitesse de rotation de l'atmosphère, elle est de 400 km/h. Donc ça veut dire que vous prenez un vent de 396. Voilà. Sachant que l'atmosphère de Vénus est majoritairement constituée de CO2 et d'acide sulfurique. Mais m'est avis que l'ouragan à base d'acide sulfurique ne soit pas très bon pour la peau et que votre crème Nivea ne serve pas à grand chose. Alors sinon, le coefficient, le champ de pesanteur que vous avez sur Vénus, il est de 0,905, ça veut dire qu'on est à environ pareil que sur Terre. Quelqu'un du coup qui ferait 100 kg sur Terre ressentirait à peu près la même gravité que quelqu'un qui fait 90 kg sur Vénus. En gros, quelqu'un qui fait 100 kg sur la Terre aurait l'impression d'en peser 10 de moins sur Vénus. Voilà, aurait l'impression d'en peser 10 de moins. Toujours pareil, hein, on ne change pas la masse est constitutive
Pardon, les atomes sont constitutifs de la masse, donc vous ne changez pas de nombre d'atomes, vous avez toujours la même masse. Vous faites toujours 100 kg sur Vénus, mais vous aurez l'impression d'en peser 10 de moins. Alors du coup, ce qui va renforcer aussi le caractère jumeau en fait de la planète Vénus avec la Terre, c'est que à un truc près, on aurait la même proportion en fait des gaz de l'atmosphère qui composent du coup ces deux planètes. Si on prend Vénus, c'est 96,5% de dioxyde de carbone, c'est énormissime. C'est totalement énorme. Par contre, je vais arrêter le temps ici parce que je trouve que la planète bouge beaucoup trop vite et ça commence à être un petit peu chiant. Hop, voilà, on va arrêter. Du coup, 96,5% de dioxyde de carbone, c'est totalement énorme. Par contre, si je viens à enlever ce dioxyde de carbone, eh bien, on va avoir une majorité d'azote, ok, 3,5%. Et vous allez ensuite avoir une proportion de gaz. Bon là, sur ce schéma-là, j'ai pas le dioxygène. Mais en gros, si j'enlève le dioxyde de carbone et que je laisse tous les gaz tels quels ensuite sans toucher, j'aurai une proportion un petit peu comme sur Terre où j'aurai 79% pour 21%. Ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'en gros, la planète Vénus, ce serait un petit peu un avant-goût de ce qui se passerait si on continuait à faire marcher tout ce qui est à émission de CO2 sur la Terre pendant un temps très très long. On aurait en fait la même proportion, et c'est quand même quelque chose qui est assez fantastique parce que Vénus en fait ce serait comme si on avait habité là-bas et qu'on l'aurait pollué en fait pendant des millions d'années et qu'ensuite on soit arrivé sur la Terre, quoi. Ça aurait été vraiment ça. Bon là en l'occurrence c'est pas le cas, hein. Il n'y a jamais eu de vie sur Vénus, mais en gros Vénus, c'est vraiment un aperçu de ce que va devenir la Terre si on continue nos conneries en termes de pollution sur un temps très long. Ce qu'il y a de pas mal aussi, à cause de cet effet de serre, du coup, à cause de ces gaz que vous avez, qui vont venir piéger en fait différents rayonnements, c'est que qui dit gaz à effet de serre, en fait, ça veut dire qu'il y a des rayons qui vont pas pouvoir s'échapper de la planète. Mais dans le cas de Vénus, c'est aussi des rayons qui vont pas pouvoir arriver sur la surface. C'est-à-dire que c'est des rayons en fait qui vont arriver sur l'atmosphère de Vénus et qui vont repartir par réflexion, du coup, qui vont être réfléchis par cette planète. Ça, c'est ce qu'on appelle l'albédo, du coup, c'est le caractère réfléchissant qu'a une atmosphère, en fait, d'une planète. En gros, si je prends celle de Vénus, qui a un record dans tout le système, hein, c'est la planète avec le plus fort albédo du système solaire, il y a 48% en fait des rayons lumineux, quasiment un rayon lumineux sur deux, est réfléchi et ne rentre même pas dans l'atmosphère vénusienne. Donc ça c'est assez incroyable, et c'est ce qui va d'ailleurs conférer la forte luminosité que Vénus a dans l'atmosphère, enfin a dans le ciel, pardon. Donc pour ceux qui connaissent toujours pas leur cours d'SVT sur l'effet de serre, on va quand même le revoir parce que l'année prochaine en enseignement scientifique, vous l'aurez, hein, cet effet de serre, et il va falloir que ce soit vraiment maîtrisé. Sachez en tout cas que l'effet de serre, en gros, c'est le fait qu'un rayon lumineux issu du soleil puisse arriver, comme sur les pointillés, en fait, sur la surface du coup de la planète. Et la surface de la planète, en fait, vu qu'elle est chauffée, elle va réémettre en fait des rayonnements qui sont surtout dans l'infrarouge. Et une fois qu'elle va réémettre ces rayonnements, en fait, au lieu de franchir l'atmosphère et d'aller dans l'espace, eh bien, la couche atmosphérique va réfléchir ces rayons émis par la planète vers sa surface et donc va contribuer à réchauffer davantage la surface. C'est ça l'effet de serre, hein. C'est de ça qu'on se préoccupe actuellement depuis bien une vingtaine d'années maintenant, au moins, concernant le réchauffement climatique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'effet de serre, ça marche dans les deux sens. Déjà sur Vénus, mais chez nous aussi, hein, c'est que du coup les lumières qui arrivent depuis l'espace, des fois n'arrivent pas jusqu'à la surface et sont réfléchies directement dans l'espace, donc du coup qui confèrent un albédo à la planète. Donc là vous avez une couche d'acide sulfurique suivie de nuages de dioxyde de carbone par exemple, voilà. Et ensuite vous avez en bas l'activité volcanique qui va contribuer aussi à cet effet de serre, donc du coup en rejetant pas mal de gaz dans l'atmosphère, ok, et tous ces gaz en fait vont stagner, et voilà. Le fait que vous avez une forte vitesse de rotation aussi une forte vitesse de rotation de l'atmosphère vénusienne, pas de la planète elle-même, hein. Souvenez-vous, 4 km/h pour sa surface, mais l'atmosphère 400 km/h,
bah, le fait qu'il y ait des vents qui soient aussi rapides sur une planète, bah, ça va faire un petit peu comme si vous peigniez sur une surface en fait qui est en forte rotation. Si vous mettez quelques gouttes de peinture à un endroit sur un ballon qui tourne très vite par exemple, bah, vous n'allez pas avoir une tache bien sphérique, vous allez avoir en fait une traînée. Et c'est pour ça, quand vous regardez Vénus, par exemple ici sur la petite image que j'ai mis en haut, c'est pour ça que l'atmosphère en fait vénusien a l'impression d'avoir des strates en fait, des lignes, comme si elle était rayée, comme si elle était habillée comme les Dalton enfin voilà, comme si elle avait un habit en fait avec des rayures de couleurs différentes. Ben, tout ça en fait c'est parce que la vitesse de rotation de l'atmosphère est très rapide, donc du coup ben, les gaz en fait ont tendance à s'agglutiner au même endroit par nature du gaz. Et vous avez d'ailleurs symétrie entre les différentes couleurs en haut et en bas. Vous avez du coup une couche un peu marron là. C'est une couche en haut et en bas qui est un peu plus blanchâtre, puis ça redevient un peu plus marron. Enfin bref, du coup, ça fait que la planète va être bien symétrique au niveau de ses couleurs, et ça va faire du coup des bandes de couleurs qui sont assez jolies, qui sont caractéristiques des vitesses élevées de rotation de l'atmosphère autour du centre de la planète. Voilà ce que je pouvais dire sur Vénus. Donc du coup, quelques faits intéressants si on devait du coup revenir sur quelque chose qu'on a vu aujourd'hui. Si on retire le dioxyde de carbone de l'atmosphère, il faut savoir que la composition de l'air vénusien, entre guillemets, de l'atmosphère vénusienne, serait la même en termes de proportion, de composition, que l'atmosphère terrestre. On aurait 4/5 de diazote pour 1/5 de dioxygène, suivi ensuite des quelques gaz rares comme l'argon, etc. Vénus, c'est la seule planète à posséder une rotation rétrograde sur elle-même, mais il faut quand même que je vérifie avec Uranus, on reverra ça avec Uranus et on confirmera ça. L'atmosphère vénusienne tourne 60 fois plus vite que la planète elle-même. Je sais pas si ça vous parle un petit peu, mais après c'est en moyenne, hein. Bien sûr c'est en moyenne. Mais 60 fois plus vite, c'est quand même assez impressionnant, quoi. C'est quand même pas mal. L'effet de serre est si important que Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. On arrive à des températures qui sont à plus de 400 degrés et une moyenne de température qui est bien au-dessus de celle de Mercure. Je vous renvoie du coup à des recherches, hein. Allez regarder sur des sites la moyenne de température sur Mercure et sur Vénus. Bah, vous verrez que Vénus est bien au-dessus de Mercure et même en pointe de température, Vénus est au-dessus. Alors Vénus a souvent été imaginé comme un paradis où la vie serait aussi possible. Un truc comme sur la Terre, on disait ouais que les femmes venaient de Vénus, les hommes venaient de Mars, qu'il y a eu une vie avant là. Bah, Vénus, du coup, c'est assimilé à Aphrodite, Ishtar et Vénus dans les mythologies, donc du coup, c'est quand même les déesses de la fertilité. Donc on imagine Vénus comme une planète avec pas mal d'endroits luxuriants, etc. Non, clairement, non. Il n'y a pas possibilité de faire de la vie sur Vénus. Limite, si on devait choisir entre Mercure et Vénus, aller s'installer dans le cratère polaire où il fait moins 190 à l'année constamment sur Mercure est bien plus envisageable que de s'installer sur Vénus. Vénus, faire pousser ses pommes de terre ou son potager avec des nuages acides sulfuriques qui sont au-dessus de vous, c'est pas possible. Ça veut dire que vous avez des pluies acides à chaque fois, c'est n'importe quoi. Et puis de toute façon, je veux dire, il y a trop de dioxyde de carbone, on pourrait pas terraformer un truc comme ça. La lumière du soleil, on la verrait que la moitié. Enfin, Vénus, c'est davantage une représentation, qui s'apparente à celle de l'enfer dans toutes les croyances, que celle du paradis. Voilà, donc du coup, Vénus n'y pensait pas 2 secondes pour aller habiter dessus. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, si vraiment il y a espoir de colonisation d'un astre, du coup qui ne soit pas la Terre, hein, d'aller ailleurs dans l'espace, d'aller fonder notre civilisation ailleurs dans le système, ce sera certainement pas une planète, ce sera sans doute un satellite. Voilà. Donc la prochaine fois on verra la Terre comme ici. Je ne m'attarderai pas beaucoup dessus, parce que la Terre on la voit déjà souvent en SVT. Je pense que votre prof de SVT est bien plus compétent que moi pour parler de la Terre, sans que l'astronomie aussi c'est regarder dans le ciel, mais point de vue terrestre. Donc du coup je vais parler un petit peu de la Terre, on va faire 2-3 petites choses sur la Terre pour comparer aux autres planètes bien sûr, mais on va surtout apparenter l'épisode de la prochaine fois sur la Lune, parce que la Lune elle a quand même un sacré effet
un sacré effet sur la Terre, et bien que on se dise que c'est toujours la même chose dans le ciel, bah vous verrez que si la Lune n'est pas là, en fait, il y a pas mal de choses qu'on ne pourrait pas faire. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que les petites animations avec le logiciel, ça a permis peut-être de vous rendre compte des vitesses de rotation entre deux planètes, comment ça pouvait évoluer de manière assez drastique. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour la vidéo sur la Terre et la Lune, donc du coup un couple qui est vraiment indissociable. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Passez du coup un bon week-end et puis à lundi.